Fonctionne? Bon, mesdames et messieurs, merci d'être venus malgré le grand froid qui, semble-t-il, d'ailleurs, a restreint un peu notre auditoire ce soir. Mais c'est ainsi, c'est l'hiver, sauf dans notre esprit. Nous sommes heureux d'accueillir ici ce soir M. Laurent Polidori, dont vous avez vu sur la notice qu'il est professeur au Conservatoire national des arts et métiers et directeur de l'École supérieure des géomètres et topographes. Pour présenter M. Polidori, je vais commencer par un souvenir qui nous est commun. Voici quelques années, nous nous trouvions dans un autre amphithéâtre au Conservatoire national des arts et métiers, de nombreux amis et auditeurs, pour assister à la conférence inaugurale de la chaire du cours de géomatique, un peu ignoré à l'époque, qui se faisait donc dans cet amphithéâtre-là. La réalité est que nous voyions sur l'estrade et devant son pupitre le professeur qui inaugurait ce cours et qui était, lui, revêtu d'une toge et d'une robe qui étaient les insignes de sa nouvelle nomination et de son premier cours en qualité de professeur au Conservatoire national des arts et métiers. Et ce professeur s'appelait M. Laurent Polidori. Alors, nous étions tous à la fois intrigués par la tenue, il faut le dire, par le symbole que cela représentait, et nous étions tous heureux de voir notre ami être devant cet auditoire. Et nous avons ce jour-là beaucoup appris en matière de géomatique. Ceci pour vous dire que, institutionnellement, le directeur de l'École supérieure des géomètres et topographes qui parle ce soir est professeur au Conservatoire des arts et métiers, il ne peut pas en être autrement. C'est donc en cette qualité de professeur au Conservatoire des arts et métiers qu'il est aussi directeur de l'École supérieure des géomètres et topographes. Avant, je passe rapidement, avant même d'être nommé à ces fonctions, M. Polidori, officier en qualité de cadre à l'IRD en Guyane, et là, je pense qu'il était dans ce microcosme guyanais dans lequel on lance des engins dans le cosmos et dans lequel on parle de satellites d'observation, de communication et de satellites d'observation, dont notamment, et pas à cette époque vous y étiez, le satellite Pléiade dont on parlera ce soir. Alors nous passons donc rapidement de l'époque du ballon où le fantaisiste, car il était réputé fantaisiste, Nadar, photographiait la Terre, Paris même, et les images satellitaires dont on parlera tout à l'heure. Voici donc le premier cadre pour situer M. Polidori. Je parlerai aussi de la profession de géomètre. Nous attendions le président de l'ordre des géomètres qui va venir, mais c'est ainsi. Et non, ce n'est pas lui. Et vous dire que l'École supérieure des géomètres et topographes forme, comme son nom l'indique, ceux qui appliquent les règles de la topographie, de la topométrie et de la géométrie. Ils préparent le concours d'entrée à cette école supérieure par la voie généralement des classes préparatoires aux grandes écoles, dans des matières de mathématiques et dans les matières scientifiques, de façon générale. Et ils sont à l'aise, je l'espère, à l'école pour apprendre les métiers de la topographie, les métiers de la topométrie, les métiers du géomètre, lequel est capable, dans sa profession, de mesurer la dimension de la salle, par exemple, au millimètre près, mais également de mesurer la distance, suivant des normes qui sont établies, entre San Francisco et Canberra sur le 8 membres, et de mesurer ainsi les déformations du globe terrestre. Chacun peut se rappeler, parce que moi ça m'avait quand même frappé, que lorsqu'on a creusé le tunnel sous la Manche, les deux tunneliers, l'un anglais, l'autre français, qui allaient à l'aveugle sous le sol, se sont rencontrés en X, en Y et en Z, à 1 millimètre près, pour continuer le creusement du tunnel sous la Manche. C'est donc là la démonstration que le géomètre est celui qui a l'art de mesurer. Certains autres disent qu'il a l'art de la mesure. D'accord, c'est vrai aussi. Mais pour
parler de l'école supérieure de géomètres, il y a également une composante qui est très forte et qui équilibre cette première dont je viens de parler, qui est le fait que le géomètre est aujourd'hui appelé dans tous les projets d'aménagement. Pourquoi? Parce qu'en premier lieu, il a qualité pour définir la limite de la propriété. Vous savez tout le poids que nous attachons à la propriété en France, pour en définir l'emplacement, pour définir l'emplacement des ouvrages, des infrastructures et autres, et pour concourir à l'élaboration des projets. D'où le fait que l'École supérieure de géomètres consacre aussi beaucoup de temps à l'enseignement, à faire en sorte que les élèves apprennent le code civil, le code rural, le code de l'urbanisme, le code des collectivités, le code des procédures publiques, et qu'il est donc à ce titre à la fois très compétent pour définir l'espace et très compétent pour aménager l'espace avec tous les problèmes aujourd'hui de protection de la nature et autres. Ce qui fait que, et c'est quand même un cas assez tout à fait remarquable, on peut dire, pour les temps qui courent, ce qui fait que les 80 élèves de chacune des promotions qui sortent chaque année, il y a trois années d'études, entrent directement sur le marché du travail et ne connaissent pas le chômage. Ce qui est à souligner et qui doit mettre, si vous voulez, au compte de la réputation de l'École supérieure des géomètres. Certains entrent à l'ordre des géomètres, qui lui, comme institution précisément, rassemble des personnes qui ont compétences et monopole, il faut dire le terme, pour définir juridiquement la limite de la propriété, et d'autres, beaucoup d'autres, entrent dans des entreprises, dans le secteur du génie civil, comme je viens de l'exposer. Je voulais souligner dans cette salle, puisque nous sommes chez les géographes, combien géomètres et géographes sont cousins, et je dirais de manière un petit peu osée, nous sommes reliés par ce qu'on appelle l'élément nominal antéposé grec, G, qui signifie la terre, suivi de la composante additionnelle O, qui permet de prononcer un mot prononçable. Bon. Je crois pouvoir vous dire aussi que M. Polidori est toujours à l'aise pour faire un exposé devant un amphithéâtre. Il va répondre, je l'espère, à votre souci d'apprendre. Vous êtes attendu avec beaucoup de curiosité sur cet angle. Je vous remercie d'être venu et je vous passe la parole. Bien, Monsieur Castaldi, je vous remercie pour ces propos et puis pour l'invitation. Et à travers vous, je souhaitais remercier la Société de Géographie qui ouvre le cycle de conférences de l'année 2013 avec l'exposé que vous m'avez confié. Je rajouterai également à ce préambule que l'école que je dirige s'honore d'avoir eu dans ses effectifs, il y a un certain temps, l'élève Castaldi Jacques, qui lui non plus ne connaît pas le chômage et ne le connaît toujours pas, et qui reste un modèle pour les générations qui l'ont suivi. Bien, donc mesdames et messieurs, bonsoir, et donc merci d'avoir bravé le froid pour venir écouter cet exposé qui j'espère va vous intéresser, et dans lequel je vous propose un survol, si j'ose dire, historique de l'observation de la Terre, la télédétection, je ne veux pas jouer sur les mots, c'est-à-dire d'une façon générale toutes ces techniques qu'on met en œuvre pour observer notre planète depuis des plateformes volantes et sous forme d'images. Parce qu'on peut aussi faire des choses depuis la Terre et puis sous forme d'autres choses que les images. Donc l'historique que je vous propose, c'est cette télédétection à base d'images depuis le ciel ou l'espace. Alors je vous propose un historique que je fais rentrer sur un intervalle d'environ un siècle et demi, en le faisant commencer par la première photographie aérienne prise en ballon en 1858, et puis jusqu'à nos jours. Mais je précise, et vous le comprendrez, que cette période d'un siècle et demi n'est pas linéaire, c'est-à-dire que les évolutions intellectuelles et technologiques n'ont pas évolué à vitesse constante, et vous ne serez pas surpris si je vous dis que je ressens que les 2 ou 3 dernières décennies comme étant beaucoup plus rapides en termes de vitesse d'évolution que toute la période qui a précédé. Et donc, je commencerai par
en guise de préambule, par citer le titre d'un ouvrage écrit par Philippe Pinchemel et Pierre Clergeau il y a un peu plus d'une dizaine d'années, La Terre écrite, et par évoquer l'un des défis du géographe qui consiste à détecter et analyser toutes ces traces, toutes ces écritures que la nature et la société ont laissées petit à petit à la surface de la Terre, parfois réécrivant par-dessus des traces effacées, c'est le principe du palimpseste. Et donc, eh bien, pour être capable de détecter ces traces et de leur donner un sens, il y a des conditions pour que ce soit possible. Il faut d'une part qu'il y ait des capteurs susceptibles de les observer, et c'est ce que je vais raconter ce soir. Donc là, pour illustrer mes propos, je vous montre sur la gauche cette image spot qui montre très clairement la frontière entre les États-Unis au nord et le Mexique au sud. Donc voilà, de belles traces. Et puis à l'est, à droite, pardon, cette image Landsat où on voit un gros plan sur la déforestation le long de la transamazonienne. Donc première condition, il faut des capteurs qui ont les bons yeux, si j'ose dire, les bonnes longueurs